pour 1. Notre sujet ce soir, Victor Hugo, sa vie, son œuvre. L'enjeu, 1250 $. La réalisation entière de Tous pour un, dans tous ses éléments, est sous la juridiction exclusive de Radio-Canada et n'engage en rien la responsabilité des commanditaires. L'animateur, Jacques Fauteux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Tous pour un, à cette 3e émission sur Victor Hugo, l'homme et l'œuvre. Comme vous le savez, le règlement de Tous pour un fait en sorte que l'émission, un sujet dure 3 émissions. Ce soir, c'est la 3e émission. Monsieur Bougie s'est retiré la semaine dernière. Nous avons donc une concurrente ce soir, celle qui s'est classée 2e à l'examen oral, Madame Danielle Laflamme. Bonsoir, Madame. Bienvenue à Tous pour un. Je vous pose une toute petite question rapide avant de commencer. Nous aimerions savoir d'où vient cet intérêt que vous avez pour Victor Hugo. J'aime bien la littérature et puis j'ai toujours aimé Victor Hugo, alors c'est ça. Il y a d'autres auteurs quand même, mais celui-là, oui, celui-là. Surtout celui-là. Oui. Alors commençons immédiatement. Oui. Je vous remets ces feuilles blanches et je vous répète de prendre votre temps pour répondre avant de répondre à une question. Voici la première question. Victor Hugo, arrivant à la quarantaine, commence à se poser des questions sur la nature profonde des choses. Le poète écrit, mais il dessine aussi, et certains de ses dessins expriment parfois de façon magistrale ses visions intérieures dans un style très avancé sur les goûts et les modes de ce temps. C'est l'époque où Hugo écrit les voix intérieures. La maturité du poète et de l'homme va se traduire chez Victor Hugo par de grandes questions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce que le temps qui passe? Pourquoi ce contraste entre la beauté de la nature et les fugitifs bonheurs de l'homme? Nous allons entendre un texte. Je vous en remets une copie. Que peu de temps suffit pour changer toute chose. Nature au front serein comme vous oubliez, et comme vous brisez dans vos métamorphoses les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. D'autres vont maintenant passer par où nous passâmes. Nous y sommes venus, d'autres vont y venir. Et le songe qu'avaient ébauché nos 2 âmes, ils le continueront sans pouvoir le finir. Eh bien, oubliez-nous, maisons, jardins, ombrages, herbes usent notre seuil, ronces cachent nos pas. Chantez, oiseaux, ruisseaux, coulez, croissez, feuillages. Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas. À ce sujet, je vous pose 4 questions. La première, quel est le titre de ce poème bien connu? Deuxièmement, de quel recueil de poèmes est-il extrait? Troisièmement, en quelle année ce recueil parut-il? Et quatrièmement, quel critique, à l'occasion des recueils de cette époque, accusa Victor Hugo, et je cite, de trouver en lui-même un prêtre et un autel et de fonder une religion que l'on pourrait appeler l'autothéisme. Fin de la citation. Voilà les 4 questions. Est-ce que vous avez bien compris? Je vous demande 3 bonnes réponses sur 4 et vous avez 30 secondes de réflexion. Bon, alors, je crois que c'est La tristesse d'Olympio. C'est La tristesse d'Olympio. Dans les rayons et les ombres. Voilà. En 1840, la date de parution. Voilà. Et puis, je crois que ce serait Gustave Planche. C'est Gustave Planche, le critique. Vous avez parfaitement bien répondu à cette première question. Voici la deuxième. Victor Hugo avait longtemps pris pour modèle Chateaubriand, pair de France, ambassadeur et académicien. Et dès 1834, âgé de 32 ans, il s'était assigné comme objectif l'Académie française. À propos de Victor Hugo et de l'Académie française, je vous pose 5 questions. Premièrement, combien de fois Victor Hugo s'était-il présenté à l'Académie française avant d'y être élu? Deuxièmement, lorsque Victor Hugo fut élu à l'Académie française,
combien recueillit-il de voix sur les 32 votants de ce jour-là? Troisièmement, quel académicien Victor Hugo dut-il recevoir au fauteuil de Casimir Delavigne, sans grand enthousiasme, pour des raisons personnelles et familiales? Cet académicien avait été élu le 14 mars 1844. Quatrièmement, à l'occasion de quelle élection Victor Hugo se rendit-il à l'Académie française après son exil le 19 janvier 1874? Et enfin, cinquièmement, de quel nouvel académicien Victor Hugo fut-il le parrain le 25 avril 1885, un mois avant sa mort? Vous avez là les 5 questions, elles sont écrites devant vous. Vous les avez bien comprises? Oui. Je vous demande de me donner 3 bonnes réponses sur 5 et vous avez 30 secondes pour y réfléchir. Bon, alors, pour 3 réponses, il s'était présenté 4 fois. Il s'était présenté 4 fois à l'Académie française avant d'être élu. Je regrette, il s'est présenté 3 fois. Je mets donc que cette réponse se cache. Il avait recueilli 17 voix. Il avait recueilli 17 voix, me dites-vous, vous avez raison. Puis l'académicien qu'il a dû recevoir, c'est Sainte-Beuve. C'est Sainte-Beuve. En 1874, le fils d'Alexandre Dumas. En 1874, vous me dites le fils d'Alexandre Dumas. Vous avez parfaitement raison. Et puis, avant sa mort, ce serait peut-être le comte de Lille. Avant sa mort, c'était Ferdinand de Lesseps. Et vous m'avez donné les 3 bonnes réponses qu'il me fallait. Alors, Ferdinand de Lesseps, et pour être sûr, 3 fois, Victor Hugo s'était présenté à l'Académie. Très bien. Nous en sommes maintenant à la 3e question. La préface de Cromwell fut l'occasion pour Victor Hugo d'exposer de manière éblouissante les règles et la poétique d'un théâtre nouveau. Cependant, la pièce qui allait inaugurer la poétique préconisée par la préface de Cromwell fut en réalité une autre pièce animée d'un nouveau souffle d'amour et de jeunesse. Et c'est dans cette pièce que se trouve un chant d'amour qui passe pour l'un des plus émouvants du théâtre de Victor Hugo. En voici un extrait. Si bien que me voici, jeune encore, et pourtant vieux, et du monde là, comme on l'est en sortant, ne me heurtant à rien où je ne me déchire, trouvant le monde mal, mais trouvant l'homme pire. Or, je vivais ainsi, pauvre, sombre, isolé, quand vous êtes venu et m'avez consolé. Je ne vous connais pas. Au détour d'une rue, c'est à Paris qu'un soir vous m'êtes apparu. Puis, je vous ai parfois rencontré, et toujours j'ai trouvé doux vos yeux et tendres vos discours. Madame Laflamme, je vous pose 4 questions. D'abord, de quelle pièce de Victor Hugo ces vers sont-ils extraits? Deuxièmement, comment s'appelle le personnage qui dit ces vers? Troisièmement, pourquoi cette pièce ne fut-elle pas représentée quand elle fut prête? Et enfin, quatrièmement, sous quel régime la pièce fut-elle jouée? Je vous demande 3 bonnes réponses sur 4. Vous avez 30 secondes pour y réfléchir si vous voulez. Bon, alors il s'agit de Marion Delorme. Il s'agit bien de Marion Delorme. Le personnage, c'est Didier. Didier, oui. Et puis elle ne fut pas présentée à cause de l'allusion qu'on y faisait à Louis XIII. Oui, voulez-vous me... C'est la réponse, mais voulez-vous me donner une autre forme de réponse? La raison, disons. C'est le ministre Martignac, je crois, qui... On a défendu de jouer la pièce parce... Oui, d'accord. Enfin, vous me donnez la réponse d'une façon... Je voulais vous faire dire, elle fut interdite... voilà, par la censure de Charles X de 1829. Et puis elle fut jouée en 1831 à l'occasion du nouveau régime de Louis-Philippe. Exactement. Parfaitement bien répondu. Voici la 4e question.
Pendant les premières années de son exil à Guernsey, Victor Hugo fut saisi d'une torrentielle activité. Libéré des contraintes mondaines de la vie parisienne, il put alors mener de front plusieurs ouvrages. Dans cet univers de Guernsey, prenaient naissance des épopées, des tableaux, des personnages dans lesquels Victor Hugo prétendait retrouver, disait-il, et je cite, les empreintes successives du profil humain, depuis Ève, mère des hommes, jusqu'à la Révolution, mère des peuples. Fin de citation. Ce souffle du poète allait engendrer des milliers de vers, souvent mélodramatiques, comme ceci. Comme avec sa cognée, un pâtre brise un chêne, il se mit à frapper à coups de bec, Tiphaine. Il lui creva les yeux, il lui broya les dents, il lui pétrit le crâne en ses ongles ardents sous l'armée, d'où le sang sortait comme d'un crible, le jeta mort à terre et s'envola terrible. Voici 3 questions, madame. La première, quel est le titre du poème dont vous venez d'entendre la fin? Deuxièmement, de quel ouvrage ce poème est-il tiré? Et troisièmement, cet ouvrage comprend 61 divisions. Quel est le titre de la première division? Quel est le titre de la dernière division? Vous avez bien compris la question? Oui. Vous avez 30 secondes pour y répondre et je vous demande 3 bonnes réponses sur 4, puisqu'il y a 4 éléments de réponse. Madame la Flamme, votre temps de réflexion est terminé. Vous pouvez me répondre dans l'ordre qui vous plaira. Le titre du poème, Oui. L'Aigle du Casque. Exactement. C'est tiré de La Légende des siècles. Oui. Le titre de la première division, je dirais d'Ève à Jésus. Non, ce n'est pas ça. Je vais La dernière. vous le dire. La Terre. Et la 61e division. L'Abîme. Exactement. L'Abîme. Très bien répondu. À 4 questions sur 4. C'est merveilleux. Il vous reste donc 3 appels à tous. Nous allons prendre 1 minute de repos bien mérité en compagnie de notre commanditaire, après quoi nous continuerons notre jeu questionnaire. Madame Laflamme, nous en sommes à la 2e partie de cette étape et à la 5e question. Au cours de sa longue carrière, Victor Hugo ne composa pas que des œuvres de longue haleine. Il fut aussi l'auteur de brèves études, de travaux divers ou de courts poèmes qui ne parurent pas toujours sous son nom. Il écrivit de ses œuvres alors qu'il était très jeune, d'autres beaucoup plus tard, alors qu'il avait dépassé la soixantaine. Au sujet de ces œuvres mineures du poète, voici 3 questions. La première est la suivante. Quel est le titre du poème sur les bienfaits de l'étude qui fut couronné par l'Académie française et que Victor Hugo écrivit à 15 ans? Dans quelle publication, deuxièmement, dans quelle publication Victor Hugo fit-il paraître, à l'âge de 17 ans, un poème qui s'intitule « La Canadienne suspendant au palmier le corps de son enfant ». Et troisièmement, à quel âge, à l'âge de 65 ans, Victor Hugo écrivit la préface d'un guide de l'exposition universelle de 1867. Je vous demande le titre que portait ce guide. Vous avez bien compris? Vous êtes prête à répondre déjà? Très bien. Le titre du poème, c'est Le bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie. Voilà. Dans le conservatoire littéraire. Voulez-vous me répéter votre réponse, s'il vous plaît? La publication, ce serait le conservatoire littéraire? Est-ce que vous voulez dire une œuvre ou un journal? Vous voulez dire Je vous ai demandé dans quelle publication il fit paraître ce poème à l'âge de 17 ans. Le nom de la publication. Mais je ne peux pas vous accorder la réponse, malheureusement. De toute façon, je vous demande 2 bonnes réponses sur 3. Oui. Ben, de toute façon, c'est Paris Guide, la dernière. Paris Guide, vous avez parfaitement raison. Et ici, c'est le lycée français, 18 septembre 1819. De toute façon, je ne vous demandais que 2 bonnes réponses sur 3.
6e question. Victor Hugo est né sous le consulat et au cours de sa vie, il allait connaître successivement le Premier Empire, la Restauration, la Révolution des Trois Glorieuses, la Monarchie de Juillet, la Révolution de 1848, le Second Empire, le coup d'État de Louis-Napoléon, la Seconde République, la Commune, la Troisième République. C'est-à-dire que le poète a eu souvent l'occasion de voir les Français à l'œuvre, et plus particulièrement le peuple de Paris. Voici un jugement à l'emporte-pièce que Victor Hugo porte sur les Parisiens dans l'un de ses ouvrages. Si l'heure sonne, ce faubourien va grandir, ce petit homme va se lever, et il regardera d'une façon terrible, et son souffle deviendra trompette, et il sortira de cette pauvre poitrine grêle assez de vent pour déranger les plis des Alpes. C'est grâce aux faubouriens de Paris que la Révolution, mêlée aux armées, conquiert l'Europe. Il chante, c'est sa joie. Proportionnez sa chanson à la nature, et vous verrez, tant qu'il n'a pour refrain que la Carmagnole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. Au sujet de l'extrait que nous venons d'entendre, je vous pose 2 questions. La première, dans quel ouvrage se trouve cette citation de Victor Hugo? Et deuxièmement, dans quelle partie de cet ouvrage? Il y a 2 questions, je voudrais 2 réponses, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes pour y réfléchir. Madame Laflamme, le temps de réflexion est terminé. Je dois vous demander une réponse. Dans quel ouvrage se trouve cet extrait, cette citation? Histoire d'un crime? Non, je regrette. Je vais vous dire, malheureusement, nous allons devoir faire un appel à tous. Ce sont Les Misérables. Ah. C'est extrait de la première partie, Fantine, ou le livre 3, en l'année 1817. Nous faisons donc immédiatement un appel à tous en compagnie de Guy Ferron. L'art d'être grand-père a été inspiré à Victor Hugo par ses 2 petits-enfants, Georges et Jeanne. De quel fils de Victor Hugo étaient-ils les enfants? C'est une question qui s'adresse aux gens de Montréal et de la région métropolitaine. Et vous avez 2 minutes 30 pour composer le numéro suivant, 366-9432. 2 minutes 30 à compter de maintenant. À nouveau la question. L'art d'être grand-père a été inspiré à Victor Hugo par ses 2 petits-enfants, Georges et Jeanne. Téléphoniste numéro 3. De quel fils de Victor Hugo étaient-ils les enfants? Une bonne réponse. Ligne numéro 51. Ligne numéro 51. Tous pour un, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Suzanne Hamel. Suzanne Hamel. Et vous nous appelez de quel endroit? De Montréal. De Montréal. Et quelle est votre réponse? De son fils Charles. De son fils Charles. Charles Hugo, vous avez parfaitement raison, mademoiselle Hamel. Vous gagnez 100 $ avec toutes nos félicitations. S'il vous plaît, attendez qu'on vous le dise avant de raccrocher. Oui. Et nous retournons à Jacques Fauteux et la concurrente, Madame Laflamme. Et nous en sommes à la 7e question. Victor Hugo, comme vous le savez, fut cruellement frappé dans ses affections familiales les plus chères. On sait qu'il perdit sa fille Léopoldine noyée à Villequier et que plus tard, il vit ses fils disparaître avant lui. À propos des motifs d'affliction du poète au sujet de sa famille, je vous pose 4 questions. D'abord, où se rendit sa fille Adèle en 1863 sous le faux prétexte d'un voyage à Malte? Deuxièmement, qui Adèle espérait-elle rejoindre? Troisièmement, pourquoi Adèle ne put-elle se marier? Et enfin, quatrièmement, que fit Victor Hugo en octobre 1863 pour justifier aux yeux du monde cette fugue de sa fille? Vous avez bien compris les 4 questions, elles sont là d'ailleurs devant vous. Je vous demande 3 bonnes réponses sur 4 et vous avez 30 secondes pour y réfléchir. Bon, alors, elle se rendit à New York, puis ensuite à Halifax, au Canada. Elle se rendit à New York et à Halifax ensuite, oui. Et puis, elle espérait rejoindre le lieutenant Albert Pinson. Le lieutenant Pinson, voilà.
Il ne put se marier car il était déjà marié. Déjà lui-même. marié et père de famille. Et puis, la dernière, je crois Victor Hugo accusa Albert Pinson d'avoir délaissé sa fille et de l'avoir... Il n'était certainement pas content, mais c'est pas ce qu'il a fait. De toute façon, je vais vous demander 3 bonnes réponses Oui. sur 4. Il a fait paraître dans les journaux, dans un journal, faire part du mariage de sa fille, qui justifiait son départ pour l'étranger. 8e et dernière question obligatoire, Madame Laflamme. Elle commence par une citation. La réalité est, dans ce livre, modifiée par tout ce qui, dans l'homme, va au-delà du réel. Ce livre est écrit beaucoup avec le rêve, un peu avec le souvenir. Fin de citation, déclare Victor Hugo dans la préface d'un de ses plus charmants recueils qu'il publiera une fois passé le cap de la soixantaine. Après avoir composé quelques-unes de ses grandes œuvres, Victor Hugo éprouvait soudain un besoin de détente heureuse. Il en sortit un recueil en vers de 8 pieds, groupé par strophes de 4, une hardiesse d'expression qui effarouchait les critiques pudibonds et compassés, tels que Louis Veuillot. En voici un extrait. Les amours actuels abondent en combinaisons d'échiquier. Doit, avoir. Nos bergères tondent moins de moutons que de banquiers. Le cœur est le compteur suprême. La femme enfin deviné l'effrayant pouvoir de Barème ayant le torse de Phryné. Attends-leur, l'éventail joue. C'est plus cher si l'œil est plus vif. À Daphnis présentant sa joue, Chloé présente son tarif. Et Louis Veuillot s'écriera, c'est abominable. Ce même Louis Veuillot qui pourtant ajoutera, je voudrais oser dire que ce recueil est le plus bel animal qui existe en langue française. Voici 3 questions. De quel recueil de vers s'agit-il? Combien de poèmes contient-il, ce recueil? Et troisièmement, en quelle année fut publié ce recueil? Vous avez bien compris les 3 questions. Vous avez 30 secondes pour y réfléchir. Combien de réponses? Je vous demande 2 bonnes réponses sur 3, excusez-moi. Bon, alors il s'agit de Chansons des rues et des bois. Oui, Et puis l'année, c'est 1865. oui, exactement. Le nombre de poèmes, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas besoin de le dire. 68 poèmes. Et vous avez gagné, madame, 1250 $. Je vous félicite. C'est merveilleux. Vous avez répondu à 7 questions sur 8. C'est merveilleux. Nous allons prendre 1 minute en compagnie de notre commanditaire de la semaine prochaine, après quoi nous poserons des questions sprint, si le temps nous le permet. Madame Laflamme, je ne peux malheureusement pas vous inviter à revenir la semaine prochaine pour le sujet de Victor Hugo, mais j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir encore une fois tous pour un, une autre fois, très bientôt. Et je vous félicite encore une fois pour ce 1250 $. Vous avez gagné d'une façon charmante. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il y aura un concours écrit, le dernier. Le sujet, Jules Verne. Mais le concours portera uniquement sur les 8 ouvrages suivants. Les enfants du capitaine Grant, 20 000 lieues sous les mers, Michel Strogoff, De la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon, L'île mystérieuse, Le tour du monde en 80 jours et Mathias Sandorf. Le concours, écrit sur ces 8 ouvrages seulement, aura lieu dans 15 jours, soit le samedi 27 avril 1968 à 10h du matin. Aux endroits suivants. À Montréal, il y a un changement d'adresse, notez-le, 1191 de la Montagne. C'est un édifice entre Sainte-Catherine et Dorchester, 1191 de la Montagne à Montréal. Pour Québec, 2505 boulevard Laurier. Et à Ottawa, à l'Académie de la Salle, rue Gig. Il n'y a plus de sujet à l'étude, sauf celui-là, puisque c'est le dernier, hélas, de la série Tous pour un. Nous avons rendez-vous mercredi soir prochain, puisque durant toute la série, les séries éliminatoires du hockey, notre émission passe le mercredi soir à 9h30. Nous avons donc rendez-vous dans une semaine. Au revoir, portez-vous bien. Thank you.